Le premier conférencier de la journée dirige un organisme, on passe devant Saint-Rue-Sherbrooke quand on arrive ici, il dirige un organisme dont l'un des slogans est « À go, on s'entraide ». Claude Pinard est président de Centraide. Centraide, en 3 chiffres, c'est 73 millions de dollars investis dans 375 organismes qui viennent en aide à 800 000 personnes chaque année. Dans une lettre aux médias cet automne, Claude a écrit « Pourquoi n'arrivons-nous pas à développer des solutions à la mesure de la gravité des problèmes sociaux auxquels nous faisons face? » Le sujet de sa conférence, il le connaît trop bien. Qu'est-ce que la vulnérabilité? Qui sont les populations vulnérables? Voici Claude Pinard. Pas facile de parler après Pierre. Je me pars chronomètre parce que je parle beaucoup. Super content d'être ici ce matin. Je suis en train d'une vidéo des bas tous les jours, puis je vais vous compter un haut et un bas que j'ai vécu aujourd'hui. Donc, le bas est le suivant, c'est que j'habite à Ville-Saint-Laurent, à peu près 1 km du refuge qui a été ouvert par la Ville de Montréal pour les personnes sans abri. Ce matin, 7 heures, ma conjointe me conduisait au métro avec mon garçon. Et là, j'aperçois une quinzaine de personnes marcher avec des, vous savez, les trucs là, qu'on amène à l'épicerie, des sacs. Puis je suis le mets en arrière, puis je me dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Premièrement, ils sont dans la rue parce que les trottoirs ne sont pas praticables. Et je dis à ma blonde d'arrêter et pour que je puisse m'adresser à une personne en disant, êtes-vous correct, besoin d'aide, si on peut vous donner un livre. Alors, ces personnes-là venaient de quitter le refuge et trouvaient leur chemin jusqu'au métro Côte-Vertu. 700 mètres peut-être, moins 18, vent de froid, avec rien qui les attendait au bout du chemin. Alors, c'est pas acceptable dans notre société, on le sait. Et je trouve ça un peu difficile de commencer une journée comme ça et de me dire qu'on en fait passer, justement. Le côté le fun de ma journée, c'est que tantôt, j'ai rencontré Véronique. T'es où, Véronique? Tu ferais plus? Allô? Allô, Véro? Et Véro qui m'a dit, Claude, pour une fois, ta dernière chronique, j'ai absolument rien à dire, est excellente. Alors, c'est vraiment, donc vous voyez, on vit des beaux moments. Une phrase que j'entends de plus en plus souvent dans les organismes communautaires ces temps-ci dans le Grand Montréal, c'est « Ces gens ne devraient pas être ici ». Puis mes collègues de partout au Québec vous diraient la même chose. En fait, la dernière fois que ces mots-là ont été prononcés, ils avaient été prononcés par le dirigeant d'un organisme en sécurité alimentaire de Côte-des-Neiges. Celui-ci m'a raconté à ce moment-là l'histoire d'une petite famille en apparence ordinaire, un jeune enfant, 2 parents qui travaillent. Si vous les croiseriez dans le métro, jamais vous pourriez soupçonner qu'ils ont besoin d'un coup de pouce pour terminer le mois. Et pourtant, c'est le cas. Ça frappe quand même, non, comme réalité. Que fait un jeune couple de professionnels dans une banque alimentaire? Une des raisons pour lesquelles ça frappe, c'est que la surprise vient du fait qu'on s'est construit un modèle mental au fil du temps. Avant, au Québec, la pauvreté était associée à l'aide sociale, qui était elle-même entourée de stéréotypes peu flatteurs. Aujourd'hui, la pauvreté affecte les individus de manière différente. Pour beaucoup, c'est une menace constante qui plane au-dessus des têtes, façonne leur réalité quotidienne. Chaque situation est unique et comporte son lot de défis. Au cours de mes années en philanthropie, particulièrement dans les 4 dernières, j'ai appris que la pauvreté et sa géographie ont changé. Donc, le visage de la pauvreté et sa géographie. Donc, elle ne se concentre plus uniquement chez les personnes qui reçoivent de l'aide sociale, dans les quartiers centraux. La pauvreté suit des mouvements sociaux et démographiques nettement plus larges. Le climat économique actuel a exacerbé ce problème. La hausse des loyers, l'inflation, les coûts de vie, le coût de la vie en général ont rendu de plus en plus difficile, pour beaucoup, la capacité de joindre les deux bouts. Les chiffres sont préoccupants. Plus de 1 million de Québécois peinent à s'en sortir chaque mois. Parmi eux, 50% vivent dans la pauvreté, tandis que les 50 autres sont dans une situation précaire, juste au-dessus du seuil de faible revenu. La région du Grand Montréal abrite plus de la moitié de la population pauvre du Québec, avec 315 000 personnes vivant avec de faibles revenus. On parle ici de 24 000 $ pour une personne et de 48 000 pour une famille de 4.
j'ai bien dit 48 000 pour une famille de 4. Et si on ajoute les personnes qui sont juste au-dessus du seuil de 24 000, puis on fait passer ça à 27 000, on ajoute 200 000 personnes de plus. Donc, 24 000, 315 000 personnes, 27 000, 500 000 personnes. Précarité, on va en parler tantôt. Donc, une étude qu'on a menée au Québec en septembre 24 avec Léger a révélé que 18 % des répondants ont vécu une situation de pauvreté au cours des 18 mois, une personne sur 5. Et 30 % connaissent quelqu'un de proche qui a été touché par la pauvreté. Certains groupes sont particulièrement affectés, on va en parler tantôt, y compris les individus âgés entre 35 et 54 ans et dont le revenu familial est inférieur à 40 000 $. Les travailleurs et les étudiants sont plus touchés par la pauvreté que les retraités. Réalité actuelle. La pauvreté, ce n'est pas seulement un manque de ressources matérielles. Elle apporte aussi un stress constant, une isolation sociale. Depuis l'automne 2022, chez Centraide, on sonde les Québécois afin de connaître leurs préoccupations concernant leur situation financière. Les résultats de l'indice d'anxiété financière d'avril 24 montrent que la moitié des Québécois, 48 %, font face à des niveaux d'anxiété significatifs lorsqu'ils pensent à leur situation financière et 86 % ressentent de l'anxiété à divers degrés. Alors, on refait la mesure. Là, on est en train de partir le processus avec Léger pour avoir des résultats pour avril. On peut s'attendre à ce que les chiffres, dans le contexte actuel, soient au moins aussi pires, sinon plus pires. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de vulnérabilité, précarité et pauvreté. Okay? Donc, on va parler un peu de comment la définition de la pauvreté évolue, particulièrement au cours des 5 dernières années, pour toutes les raisons que vous connaissez. Donc, aujourd'hui, il faut revoir notre façon de parler de la réalité complexe de la pauvreté qui touche plus de gens. Il est temps d'ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité qui vient avec de nouvelles définitions. Prenons quelques minutes pour définir donc vulnérabilité, pauvreté et précarité. La vulnérabilité réfère à la capacité réduite d'une personne à affronter des crises économiques ou sociales. Une personne vulnérable est plus exposée aux impacts négatifs de situations telles qu'une perte d'emploi ou une maladie parce qu'elle dispose de moins de ressources pour s'en protéger. La vulnérabilité couvre un large éventail de facteurs, y compris sociaux, économiques et psychologiques. Une personne vulnérable n'est pas obligatoirement pauvre ou en situation précaire, mais peut le devenir lors d'un choc ou d'une crise. Maintenant, si on parle de précarité, on pourrait dire qu'elle désigne une situation d'instabilité ou de vulnérabilité sur les plans social, financier ou matériel. Les personnes en situation de précarité n'ont pas assez de moyens pour assurer leur avenir, ce qui les met à risque de basculer dans la pauvreté en cas de problème. Quant à la pauvreté, elle désigne une situation où une personne n'a pas les ressources nécessaires pour satisfaire ses 4 besoins essentiels, qui sont se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer. La plupart du temps, ça implique de vivre au jour le jour et surtout de s'inquiéter constamment pour son avenir. C'est subir un stress constant, trop souvent un isolement qui amène un lot de problématiques supplémentaires. Au cours des 2 dernières années, lors de mes rencontres avec les dirigeants d'organismes communautaires, j'ai beaucoup utilisé l'expression « personne en situation de vulnérabilité » pour décrire l'impact de la pandémie et de l'inflation sur les personnes ayant moins de ressources financières. Les graves crises sociales que nous vivons, comme celle du logement, ont comme résultat de précipiter plusieurs personnes vulnérables dans la précarité. Donc, vulnérabilité et précarité. On pourrait aussi évoquer la multiplication des emplois précaires et la crise climatique. Vous allez me dire, pourquoi la crise climatique? Alors, pensez par exemple à quelqu'un qui perdrait le contenu de son congélateur suite à une crise du verglas début avril. Cette personne-là se retrouve en banque alimentaire, garantie, 3 jours plus tard, parce qu'elle a perdu le contenu de son congélateur. Donc, quand on parle de précarité, pauvreté, une bad luck, boum, on se retrouve à demander de l'aide et recevoir de l'aide d'organismes communautaires. Je vais vous parler des groupes qui sont plus à risque, parce que parler de la lutte contre la pauvreté, c'est d'abord et avant tout s'intéresser aux personnes qui la vivent, afin de s'assurer qu'elles puissent vivre dignement. Nos données démontrent que nous ne sommes pas tous égaux face à la pauvreté. Les risques d'être à faible revenu sont 2 à 5 fois plus élevés chez certains groupes de la population. Par exemple, les personnes appartenant à des minorités visibles, les immigrants et les résidents non permanents, les personnes seules, les familles monoparentales
et les personnes sans aucun diplôme sont plus à risque d'être affectées. Comme plusieurs d'entre vous êtes bien au fait de nombreux aspects de cette question, je vais vous présenter quelques statistiques pour apporter un éclairage supplémentaire, peut-être différent, sur la situation. Donc, les personnes appartenant au groupe de minorités visibles connaissent un taux de pauvreté 2 fois plus élevé, 12 %, que celles n'appartenant pas à des groupes de minorités visibles à 6 %. Donc, 2 fois plus de personnes vont connaître un taux de pauvreté 2 fois plus élevé. Les résidents non permanents, travailleurs temporaires, étudiants internationaux, demandeurs d'asile, forment le groupe le plus à risque de pauvreté. Leur taux de pauvreté est de 40 %, 5 fois plus élevé que l'ensemble de la population, qui se situe à 7,5 %. Les immigrants récents ont quant à eux un taux de pauvreté 2 fois et demi plus élevé, à 16 % que celui des non-immigrants. Le taux de pauvreté des personnes vivant seules est 5 fois plus élevé, à 16 % que celui des couples et des familles biparentales, qui se situe à 3 %. Les familles monoparentales, Pierre en fait allusion tantôt, atteignent un taux de pauvreté 3 fois et demi plus élevé, 11 % que celui des familles biparentales, 3 %. Enfin, les personnes sans aucun diplôme ont un taux de pauvreté presque 2 fois plus élevé, 15 % que celui des personnes ayant un diplôme d'études secondaires ou collégiales, 8 %. Parenthèse, ce n'est pas dans le texte, je pense qu'on doit, tout le monde, regarder ce qui se passe au niveau de la diplomation des jeunes. On a fait énormément de gains en 2005 et juste avant la pandémie. Les chiffres ont commencé à replonger par rapport au taux de diplomation, c'est-à-dire que le taux de diplomation a commencé à rebaisser. Et sérieusement, il faut s'en inquiéter. On vit dans une société quand même relativement riche et on vit encore dans un Grand Montréal qui diplôme à plus de 15 points d'écart des jeunes qui proviennent de quartiers plus riches que des jeunes qui viennent de quartiers plus pauvres. Moi, je pense qu'en termes de prochaine bombe qui nous guette sociale, c'en est une très importante. Maintenant, j'aimerais discuter avec vous ou soulever la question, est-ce qu'il n'est pas venu le temps de revoir nos mesures de pauvreté? Le taux officiel de la pauvreté, si on prend la mesure du panier de consommation, la MPC, est en baisse. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de personnes en situation d'itinérance dans nos rues et les banques alimentaires n'ont jamais été aussi fréquentées. Cette divergence entre la réalité et les données statistiques suggère que la MPC pourrait sous-estimer l'étendue réelle de la pauvreté. La MPC laisse de compter de nombreuses personnes qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté, mais vivent dans une grande précarité. Statistique Canada revise actuellement la MPC. Certains proposent d'utiliser d'autres indicateurs pour évaluer la pauvreté, tels que l'indice de privation, la mesure de faible revenu ou encore le revenu minimum viable, bien qu'aucun indicateur ne soit parfait. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la MPC, qui est à 24 000, fixe le seuil de pauvreté au niveau le plus bas. Donc, c'est certain qu'il y a plus de monde qui sont en situation de pauvreté à cause de la façon dont on le calcule actuellement. Un autre élément à considérer est la récente modernisation de la loi sur l'assistance sociale. Oui. Honnêtement, il y avait des choses super intéressantes dans cette modernisation-là. Il y a des trucs, on a réglé des trucs historiques super intéressants. Par contre, beaucoup des mesures touchaient 5 à 7 000 personnes. Donc, on fait une loi au Québec pour modifier une loi d'assistance sociale qui touche 5 à 7 000 personnes. Dans une société riche comme la nôtre, quand on est rendu à changer les programmes et à ne toucher qu'à un si petit nombre, je me dis qu'il est peut-être temps de regarder le modèle qui semble arriver à la fin de sa vie utile. Peut-être qu'on a une plus grande conversation de société à avoir. C'est en s'attaquant à la fois aux causes et aux effets de la pauvreté que nous pourrons créer une société plus solidaire. S'il y a un endroit où nous ne devons pas niveler par le bas, c'est bien dans cette lutte, car ce nivellement fait en sorte de grossir les rangs de celles et ceux qui ne disposent pas de toutes les ressources nécessaires pour améliorer leur sort. Fait que je reparle à ma petite famille du début avec 2 travailleurs et un jeune. Plus de 50 % de cette famille-là, plus de 50 % des revenus de la famille passent dans quoi? Dans le logement. Alors, il ne reste pas grand-chose pour traverser le reste du mois, incluant, disons, les fournitures scolaires du petit. C'est l'exemple parfait d'une situation de précarité, comme
la vivent 500 000 autres familles au Québec. Une précarité qui ne laisse place à aucune mauvaise surprise, comme je le disais tantôt, zéro marge de manœuvre. La situation des locataires dans le Grand Montréal se détériore, particulièrement ceux à faible revenu. Les coûts élevés du logement et le manque de logements sociaux exacerbent cette crise, plongeant de nombreux ménages dans une précarité accrue. Centraide du Grand Montréal, en collaboration avec McKinsey Company, et c'est un mandat pro bono, je le mentionne, a développé l'indicateur de revenu résiduel pour mesurer l'ampleur de la crise. Alors, l'outil évalue le revenu annuel minimal nécessaire pour qu'un ménage couvre ses besoins essentiels tels que le logement, l'alimentation, l'habillement et le transport. Il est important de noter que ce revenu résiduel net-là considère que les personnes ont accès à un logement des premiers et deuxièmes quintiles. Ce qui n'est absolument pas le cas, Véronique vous dirait, on est à des taux d'inoccupation historiquement bas. Donc, il n'y en a pas de 7,5 à 1 200 $. Ça n'existe pas. Okay? Donc, nécessairement, fait qu'on a fixé, le seuil est fixé à 31 000 $ pour la région du Grand Montréal. Fait que de ce seuil de 31 000 $-là, il y a 310 000 ménages qui affichent un revenu inférieur à ce montant-là. Donc, une augmentation de 18 000. Fait que si on prend l'an dernier le chiffre, il y a 18 000 ménages de plus qui sont dans le trouble à cause du prix du logement qu'ils payent. Cela signifie qu'un ménage sur 6, 17 % ne parvient pas à joindre les deux bouts après avoir payé ses dépenses essentielles. Et encore une fois, la situation est probablement sous-estimée parce qu'on assume que les gens sont capables de se trouver un logement à un prix décent. Pour compenser le déficit, donc financier, ces familles, ces ménages sont contraints de s'endetter ou de réduire les dépenses vitales, compromettant ainsi leur santé, leur sécurité et leur avenir. Certains doivent recourir à des organismes communautaires, vous le savez, pour des services, des banques alimentaires, vous le savez. De plus, ceux dont le revenu est légèrement supérieur au seuil de 31 000 $ restent vulnérables et risquent de basculer dans la pauvreté en cas d'imprévu, comme une perte d'emploi ou une maladie, parce qu'ils sont plus susceptibles, comme je le disais tantôt. Alors pour nous, la crise du logement est un catalyseur de pauvreté, impactant d'autres enjeux sociaux tels que le développement des enfants, la santé mentale, la sécurité alimentaire, la violence conjugale et l'itinérance. Face à cette situation alarmante, il est impératif de commencer à travailler et mettre en place des solutions durables et surtout collectives. Centraide du Grand Montréal a intensifié son soutien au comité logement, augmentant le financement de plus de 15 % dans les dernières années pour accompagner les locataires en difficulté. La société civile aussi se mobilise, avec des collaborations entre les secteurs publics, privés et communautaires. Ça commence, on peut aller nettement plus loin, mais c'est commencé, pour développer des initiatives visant à contrer la crise du logement et ses effets dévastateurs sur les populations les plus vulnérables. Moi, je vous le dis, là, ça fait 4 ans que je suis chez Centraide, je n'ai pas encore rencontré une personne qui était super contente d'aller sur la banque alimentaire, une banque alimentaire pour faire leur souper soir. J'en ai pas vu. Au contraire, toutes les personnes que je rencontre souhaitent exercer leur pleine citoyenneté et contribuer à la société, la tête haute, en toute dignité. Ce qui est difficile, c'est que la pauvreté est un problème aux multiples facettes, qui touche les individus de manière différente. C'est une menace qui façonne la vie de beaucoup trop de personnes. Et la lutte contre la pauvreté nécessite une approche globale qui tient compte des défis particuliers auxquels sont confrontées les populations. Il y a un besoin urgent de logements sociaux, on le dit, abordables, ainsi que de soutien aux personnes itinérantes et aux personnes en situation précaire. Et il est surtout important de reconnaître que la pauvreté ne se limite plus à une image stéréotypée. Elle touche désormais des familles et des gens de tous les horizons. Centraide recommande d'ailleurs que l'indicateur de notre performance collective en matière de lutte contre la pauvreté soit lui aussi modernisé. Il faut viser la lutte contre la pauvreté et l'exclusion en elle-même, et non seulement la réduction du nombre de personnes statistiquement pauvres. La modernisation des indicateurs de pauvreté et une approche globale et inclusive sont essentielles pour répondre efficacement à cette réalité complexe. La modernisation nous permettra, entre autres, de s'assurer que nous avons des bons programmes pour répondre à cette nouvelle réalité que nous vivons aujourd'hui. J'en ai parlé tantôt, il y a plus de 315 000 personnes sous le seuil de la mesure du panier de consommation, plus de 500 000 si on allonge de 3 000 $, la MPC pour l'amener à 27 000. Il y a plus de 300 000 personnes qui n'atteignent pas le revenu de 31 000 afin de ne pas être dans le négatif à la fin du mois pour avoir assuré leurs 4 besoins essentiels, se loger, se nourrir, se vêtir et se déplacer. Chers amis,
nous avons quelques difficultés devant nous. Le modèle québécois est sous pression. Il faut arrêter de se tourner vers les gouvernements et essayer de trouver les coupables. C'est contre-productif. Nous devons mobiliser la société civile, mobiliser les entreprises, les organismes communautaires, les institutions, les fondations, tout le monde autour de la table, afin de trouver des solutions. Et je vais vous dire, la graine est semée. On a fait un autre sondage avec Léger en septembre 2024. 27% des Québécois considèrent que la pauvreté est l'un des 5 enjeux les plus importants au Québec. Un pourcentage proche de celui accordé à la lutte contre les changements climatiques. 27%. Parmi les personnes dont le revenu familial est inférieur, ce chiffre atteint 44%, plaçant la pauvreté au 3e rang des priorités des Québécois, derrière l'accès à des soins de santé de qualité et des logements abordables. Donc, la graine est semée. Les Québécois sont prêts à passer à l'action. Il faut mobiliser cette énergie et mobiliser la société civile. Parce que la pauvreté, c'est une responsabilité collective. Le fardeau ne peut pas et ne doit pas être sur les seules épaules des personnes en situation de pauvreté. Parce que, je le dis souvent, ça représente une perte incroyable de talent et que tout le monde est perdant lorsque tout le monde ne peut pas contribuer à 100% de ses capacités. Mon appel aujourd'hui, c'est un appel à l'humilité. Humilité qui permettra à tous les acteurs de la société civile d'exercer ce que j'appelle la collaboration radicale, de se regrouper autour de solutions durables à des problèmes complexes. Le modèle est sous pression, soit ne laissons pas passer l'occasion qui nous a donné de construire un avenir meilleur au profit de tous et toutes. En travaillant ensemble et dans l'intérêt des personnes que nous tentons d'aider, et non en fonction des intérêts corporatistes ou personnels ou d'organisations que nous portons, mais si nous travaillons que pour les intérêts des gens que nous tentons d'aider, nous pouvons espérer bâtir une société plus juste et solidaire où chacun a la possibilité de vivre dignement et surtout sans crainte pour les fins de mois et pour son avenir. Merci beaucoup. C'est vraiment un moment de... Il y a des gens qui vont se promener dans la salle, il y a 2 personnes qui se promènent avec des micros. Attendez tout simplement, levez la main, attendez que la personne arrive à votre hauteur et vous pourrez poser votre question. Je vous encourage, là. Moi, là, j'ai peur toute ma vie de poser des questions dans des assemblées. J'ai pas l'air comme ça, hein? Mon Dieu, Pierre! Je panique dans la vie, moi. Je pourrais vous en péter une aujourd'hui. Vous avez des questions, là. Vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Si vous ne savez pas comment faire, on va vous aider à la poser, votre question. Let's go. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Posez vos questions. Claude est là pour y répondre. Je pense qu'il faut pousser ce qu'il a dit. On a une question ici. Oui, bonjour, M. Pinard. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est très éclairant. Est-ce que les statistiques que vous avez citées sont disponibles sur votre site web ou ailleurs? La réponse est oui, mais pas rassemblées comme ça. Ce que je peux faire, on ne s'en est pas parlé, mais je vais fournir mon texte à l'organisation aussi, vous pourrez l'envoyer à tout le monde. Merci beaucoup. Vous mettez un lien sur LinkedIn, là, on va s'organiser. Oui, Émilie Lorrain-Dansereau de la CEF du Nord de Montréal. Bon, ceux et celles qui me connaissent dans la salle vont être surpris de m'entendre parler de précarité énergétique. En fait, c'est ça, je me demandais si dans les études que Centraide fait ou dans vos réflexions, c'est un problème que vous étudiez, parce que ça touche quand même 16% de la population. Puis là aussi, l'indicateur n'est pas parfait, donc c'est sans doute plus que ça. Puis il y a des liens vraiment étroits à faire entre l'accès à l'énergie puis les 4 besoins que vous avez nommés, se loger, se nourrir, se vêtir et se déplacer.
Puis la crise du logement exacerbe aussi la précarité énergétique parce que c'est lié aux conditions de logement, mais aussi au coût du loyer qui fait qu'après, il n'y a plus d'argent pour payer la facture d'électricité. Fait que je voulais juste savoir si c'était dans votre radar. Merci de la question. La courte réponse, c'est est-ce qu'on peut prendre un café ensemble à la pause parce que j'aimerais que tu m'en dises plus. Actuellement, non, on est plus au niveau des enjeux plus élevés. On n'est pas descendu à ce niveau-là, je te dirais, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Parlons, puis ayons une conversation là-dessus. Merci. Ouais. Puis je me demande comment ça a été de passer de faire fructifier le grand capital à sauver le monde. Quand la job de Centraide s'est ouverte, c'est la job en philanthropie à Montréal. C'est drôle, je dis toujours, tu sais, j'investissais les argents d'une fondation, puis là, il faut que je ramasse à chaque année le 73 millions qu'on distribue dans les quartiers. C'est extrêmement proche de mes valeurs, ce que je fais actuellement, puis je n'ai pas trouvé ça difficile. Ceci étant dit, je travaillais avec une famille qui avait des valeurs d'aide, d'entraide également aussi. Fait que pour moi, c'était un prolongement de ma carrière de passer de la philanthropie privée à la philanthropie plus publique, comme je fais actuellement chez Centraide. Et j'ai du fun. Soyez pas gênés. Monsieur bien correct, c'est pas de question. Ça veut dire que la présentation était exceptionnelle. Je dis ça parce que ma collègue Chantal, qui était prise dans le train, vient d'arriver. Alors, on va... Mais vous savez, un autre truc, peut-être, je dois occuper l'espace 2 secondes. Puis, j'ai fait ce qu'on appelle un COBRA avec la police de Montréal. Ce que ça veut dire, c'est vous allez avec un commandant puis des policiers dans une voiture. Et j'avais demandé qu'on focus un peu sur l'itinérance, si on était capable. Et ils sont partis à rire quand j'ai dit êtes-vous capable de focuser sur l'itinérance? Parce qu'ils ont dit on fait beaucoup ça. 75% des appels de police maintenant sont des interventions sociales. Alors, on est allé dans le Côte-des-Neiges. J'ai été jeté à terre de voir le type d'intervention que la police fait. Alors, tu sais, on parle police, on parle répression. Là, on parle d'agents de la paix qui se promènent à pied et qui parlent à des personnes itinérantes qui ont des campements sur différents terrains dans le Côte-des-Neiges et qui s'adressent à eux en citant leur prénom et en leur offrant le franchisé McDonald's de Côte-des-Neiges a remis à la police ou remet à la police régulièrement des coupons pour un café, thé, muffin, petit déjeuner, des trios, comme vous connaissez. Et la police s'est adressée à John et elle a dit à John, veux-tu un café? Puis il a dit, oh, c'est un anglophone. Je suis désolé, John, je sais que c'est du thé que tu bois, est-ce que tu aimerais que j'aille te chercher un thé? Et John a refusé, il a dit non, c'est correct, ça va. Ce matin, il faisait très froid, il voulait rester, garder la chaleur à l'intérieur de son petit refuge. Et après, on s'est dirigé vers la rue de Goyer. Et j'utilise le mot violence quand je dis ça parce que on ne le voit pas, puis on est juste là, on est littéralement 20 mètres. Fait qu'on s'est arrêté. La rue Goyer, dans le Côte-des-Neiges, là, c'est une rue où il y a des 12 plex, 16 plex, des 20 logements, rue normale, tranquille de Côte-des-Neiges. Et on s'est arrêté juste en face d'un édifice qui avait 12 logements. Puis je dis aux policiers, je dis, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, il dit, viens, viens avec nous autres, on va te montrer ce qu'on fait. Fait que, on est allé à côté de l'édifice, on a marché dans la neige pour trouver un refuge. Alors, une autre personne itinérante qui s'était placée là et qui avait une extension, s'est branchée sur l'édifice, avait une chaufferette à l'extérieur de son endroit pour se réfugier. Puis, la police s'est encore approchée, demandé si tout était correct. La personne revenait de faire sa toilette chez Multicaf, ceux qui connaissent Côte-des-Neiges. C'est un endroit qui offre de la nourriture, puis visiblement, certains endroits, c'est un organisme qu'on finance chez Centraide. Mon point ici, c'est que à 20 mètres, vous marchez pour aller prendre le métro, vous ne voyez pas la personne qui est là. Donc, vous en côtoyez sans le savoir. Fait qu'on en côtoie, en venant ici ce matin, vous en avez vu dans le métro. C'est mon cas, c'est votre cas. Mais en retournant à la maison ce soir, en marchant, vous rendant chez vous, il y a des bien bonnes chances que vous croisiez, sans les voir, des personnes en situation d'itinérance. Alors, c'est une crise qui est vraiment majeure sur laquelle on va intervenir. Nous, Centraide, on s'apprête à annoncer des investissements supplémentaires. Ça va être dans quelques semaines. Mais, donc, je pense qu'il y a vraiment... il y a une question.
je peux... Stéphanie Paquin de la CEF du Nord de Montréal. Donc, j'ai une grosse question dans mon cahier. Oui. C'est comment? Vous parlez de mobilisation civile. Oui. La mobilisation civile, écoutez, j'ai des cheveux blancs, j'ai 50 ans. Ça fait longtemps qu'il y en a. Ça fait longtemps que les mêmes choses sont répétées, qu'il y a des initiatives, qu'il y a des solutions qui sont proposées. Mais le comment, ma question, c'est le comment, puis c'est avec l'argent. Oui. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui, là, mais ma grosse question, c'est comment, puis on peut donner aux organismes puis aux personnes qui doivent faire partie de ce mouvement-là puis de ces solutions-là, d'aller vers les solutions, mais qui dépendent essentiellement d'argent de nos gouvernements qui ne prennent pas les décisions. Oui, alors 2 réponses. La première, je pense qu'il faut, puis moi je travaille là-dessus pour ce que moi je peux faire pour Centraide. Là. Nous, on ne parle pas pour le communautaire, on est un partenaire du communautaire. Moi, je parle au gouvernement dans le but d'essayer de voir si on peut comme... On doit tout jeter dans les airs pour recommencer. J'exagère là, dans ma façon de m'exprimer, mais l'idée est qu'on doit avoir une conversation pour voir est-ce qu'on a les bonnes façons de répondre aux problèmes dans les problèmes d'aujourd'hui. Ça, c'est un. Quant à la mobilisation de la société, l'exemple que je peux donner, c'est Blue Bonnet, ou l'hippodrome Gallo, là, selon l'acronyme, et qui est une initiative démarré par Centraide du Grand Montréal. Et ça a été dit à la conférence de presse. Actuellement, bon, les politiciens donnent un bon coup de main, mais ça a été commencé lorsqu'on voyait que la crise du logement s'en venait, ou les effets de la crise du logement allaient comme vraiment impacter énormément les organismes qu'on soutient. Moi, je suis allé voir des leaders de la communauté des affaires, les leaders des gouvernements aussi, en leur disant « ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien sur le terrain, on va vous aider à le faire. La condition, c'est qu'il faut que la CDC Côte-des-Neiges soit au centre des travaux. » Et donc, on a littéralement comme... Je ne dis pas forcé parce que ce n'est pas le cas. On a littéralement mis tout le monde autour de la table, incluant la CDC. Et nous, Centraide, on a aidé la CDC à avoir les compétences requises pour pouvoir participer et ne pas se sentir inadéquat autour de la conversation. Donc, ils avaient des... je pense entre autres la personne qui a fait les modèles financiers là, pour arriver au calcul de logement social versus logement abordable, qui est une personne très connue dans le logement, qui était respectée autant par la communauté des affaires que par la communauté des développeurs communautaires. Donc, c'est important pour nous que la voix des citoyens soit là et qu'on amplifie cette voix-là à travers une collaboration qui était plus maintenue. Il y a des super annonces qui s'en viennent dans ce projet-là, j'espère. On est encore en train de parler au gouvernement, mais l'idée, c'est véritablement de se rassembler. Puis l'affaire la plus dure, c'est quoi ton prénom? Stéphanie, l'affaire la plus difficile, c'est de laisser nos intérêts corporatistes à la porte, puis de laisser les biais qu'on a par rapport, tout le monde un envers l'autre, puis de se dire comment, là, aujourd'hui, on essaie de faire quelque chose de différent. Merci beaucoup, Claude. Ah, il y avait une dernière question. Dernière question, rapidement, allez-y. Je ne vais pas prendre le temps de mon ancien prof de l'Université de Montréal. Marie-Édith de la CEF-Sud. Bonjour. Moi, je vais parler de l'éléphant dans la pièce, qui est le mouvement communautaire. Oui. On parle de la précarité des citoyens, mais la précarité des organismes communautaires, elle est pathétique en ce moment. Comment Centraide pourrait nous accompagner face à nos... vous êtes un bailleur de fonds, mais vous avez aussi une pensée pour les organismes communautaires. Comment Centraide Grand Montréal peut nous accompagner face au gouvernement provincial pour faire bouger les choses? Parce que si les organismes continuent à s'effriter, la précarité des organismes, là, c'est vraiment un enjeu prioritaire, en tout cas pas prioritaire pour moi, là, mais prioritaire très... cet effritement-là est très dangereux pour notre société civile. Il n'y en aura pas d'autres solutions. J'en parle régulièrement dans mes chroniques dans la presse sur l'importance de maintenir le tissu social. Je me fais chicaner beaucoup aussi par les regroupements d'organismes communautaires qui ne veulent pas que je parle pour le communautaire, donc des fois je ne sais pas quoi faire. Mais on va continuer à appuyer le communautaire parce que c'est là que ça se passe. Puis pour nous, je pense que si on peut amplifier la voix
au maximum. Puis c'est ce qu'on fait en affaires publiques depuis 3 ans. Moi, je suis arrivé à Centraide, puis j'ai dit, on va parler de la pauvreté, puis on va rendre ça cool de parler de la pauvreté. On est rendu 4 ans plus tard avec 27% des Québécois qui disent que c'est un des enjeux prioritaires au Québec. Pas sûr qu'on était là il y a 5 ans. Fait que c'est notre contribution à nous, c'est de la façon qu'on peut le faire. Si on peut vous aider plus, venez nous voir, mais venez avec les regroupements parce que je ne veux pas me faire chicaner. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Claude.